Monsieur Roy? Oui. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai une douleur au genou et je voudrais savoir ce que j'ai. Est-ce que vous avez votre carnet de santé? Oh, bien sûr. Merci. Depuis combien de temps vous ressentez des douleurs au genou? Ça doit faire 2 semaines. Ouais, c'est vrai que ça commence à inquiéter parce que ça fait plusieurs jours qu'il se plaint de fortes douleurs au genou. Très bien. À quel moment de la journée ressentez-vous des douleurs au niveau du genou? C'est surtout en effort en fait, c'est quand je fais des marches au lycée, quand je cours, c'est pendant que je fais un effort genre en sport au lycée, c'est surtout en effort. Mais jamais quand je dors ou ça me fait rien, j'ai pas de douleur. Avez-vous reçu un traumatisme particulier? Non, je fais du basket mais il me semble pas avoir reçu de coups. Non, je pense pas. Non, je me souviens rien de spécial pendant les matchs, non, pas de coup. Non. D'accord. Donc maintenant nous allons passer à l'auscultation. Suivez-moi. Donc en effet on voit bien un léger gonflement au niveau de la tubériosité. Est-ce que vous avez mal à la palpation? Ouais. Ah oui. D'accord. Donc d'après mon diagnostic, je pense que vous avez la maladie d'Osgood-Schlatter. Très bien, mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques explications sur cette maladie? Parce qu'elle est plutôt inconnue. Donc je vais m'expliquer un peu. Donc cette maladie, c'est une douleur au niveau de l'insertion du tendon rotulien sur la tubériosité tibiale. Elle touche principalement les adolescents qui pratiquent du sport. Donc comme Corentin pratique du basket, je pense que c'est un lien. Et il est dû en effet à des répétitions de mouvements de flexion et d'extension lors de la pratique d'un sport. Donc au niveau du diagnostic, j'ai observé un léger gonflement au niveau de la tubériosité tibiale, ainsi qu'une douleur à la palpation. Donc voilà pourquoi je pense que Corentin est atteint de cette maladie. Par contre, je pense qu'il est nécessaire de passer des radios et des IRM pour confirmer le diagnostic. Et ensuite, vous reviendrez me voir pour pouvoir établir un traitement favorable à son rétablissement. Corentin, je crois que tu m'avais parlé d'un sondage que tu avais réalisé au lycée, non? Oui, en SVT. On avait parlé de cette maladie et on avait fait un sondage pour savoir déjà si cette maladie était connue. Et il n'y avait pas beaucoup de personnes qui la connaissaient, il y avait 15%, on avait établi le pourcentage, 15% qui la connaissaient, il n'y avait que 10% qui étaient touchés. Et après on avait essayé d'établir un lien pour voir si c'était une maladie génétique. Et en fait ce n'est pas une, puisque dans les familles il n'y a pas d'antécédents. Donc on a su que c'était pas une maladie génétique. J'ai cru entendre parler du tendon rotulien. Oui, c'est exact. Si je peux me permettre, je travaille dans un laboratoire et j'ai des assistantes qui ont réalisé quelques dissections sur des pattes de lapin et de poulet. Et grâce à ça, elles ont pu récupérer 2 tendons rotuliens. Et avec mon équipe, on a trouvé intéressant de réaliser des expériences pour trouver la tension maximale à laquelle un tendon pouvait résister. Donc je vais vous expliquer un petit peu, si je peux me permettre. On a utilisé un outil qui s'appelle le dynamomètre, qui permettait de voir à quelle tension pouvait résister ce tendon. Donc tout d'abord, jusqu'à 5 newtons, mais le tendon n'a pas craqué, il a résisté. Alors nous avons essayé avec une tension beaucoup plus forte, qui est de 10 newtons, ce qui est déjà très important. Mais le tendon n'a toujours aucune réaction, donc c'est étonnant, un petit peu déçu qu'il n'y ait pas d'aboutissant à cette expérience. Mais on a quand même pu en déduire que ce tendon était très résistant, car il pouvait résister notamment à une tension maximale de 10 newtons. Donc je vous ai établi une ordonnance pour que vous alliez passer des radios et un IRM, donc vous viendrez me voir à la suite des résultats. Est-ce que vous avez votre carte vitale? Oui. Merci. Merci On beaucoup. se revoit quand vous avez passé les radios. Au revoir. Bonne fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour. Alors, je peux confirmer le diagnostic fait par votre médecin. Lorsque j'ai analysé les radiographies, j'ai vu que la tubérosité tibiale a un ossicule séparé. Il s'agit donc de la forme la plus grave. Donc c'est plus grave de ce qu'on pensait, donc il est essentiel que vous fassiez recours à la chirurgie. Et ensuite, il y a plusieurs traitements possibles, plusieurs traitements envisageables. Il y a le repos, qui est le traitement essentiel de cette affection. Et si le repos est en général insuffisant, il faut faire recours aux antalgiques et aux anti-inflammatoires.
Donc là, si j'ai bien compris, d'abord opération, c'est ça? D'accord, voilà, Opération. c'est ça. Et après, que du repos. Et après, il faut du repos, c'est C'est-à-dire essentiel. plus de sport. Plus sport. donc Corentin, le basket, tu peux oublier. Hein. Et après, il faudra aller retourner chez votre médecin. Très bien. Ben, merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Alors, plusieurs formes cliniques de la maladie sont envisageables. Il y a la forme simple, la forme avec une fracture d'arrachement. Cependant, la forme simple est la plus courante. Elle se manifeste par des antécédents post-effort, pas de douleur nocturne ni à la marche et pas de signe inflammatoire. La forme avec la fracture d'arrachement est souvent précédée par ce que les auteurs appellent le syndrome de menace. Et donc les radiographies présentent une tuberosité tibiale avec une ossicule séparée. Il y a plusieurs traitements envisageables. Il faut du repos, essentiellement du repos. Et ce repos va dépendre des divers paramètres tels que l'importance des symptômes, la nature des radiographies et s'il y a un décollement ou pas. Et si le repos est en général nécessaire, il faut aussi faire recours aux antalgiques et aux anti-inflammatoires. Le patient en question a présenté des radiographies avec la tuberosité tibiale qui s'est décalée. Il faut donc qu'il fasse recours à la chirurgie. Alors, rééducation de l'Osgood-Schlatter. Il va y avoir deux phases. La première phase, ça va être d'essayer de faire que l'inflammation diminue, donc par immobilisation, arrêt du sport et plâtre si nécessaire. Et si cette phase-là ne suffit pas, on passe à une deuxième phase, ça va être l'opération. Et au niveau rééducation kinésithérapie, on va reprendre les amplitudes maximales et essayer de retrouver une force normale au niveau du genou. On va aussi travailler au niveau de l'adhérence, au niveau de la cicatrice, pour éviter qu'il y ait des adhérences et que la cicatrice soit collée. Donc suite à une immobilisation, on va avoir la jambe qui va être un petit peu raide et donc un manque d'amplitude. Donc on va travailler les amplitudes dans les différents mouvements, flexion, extension surtout. On va avoir des problèmes en flexion qu'il va falloir essayer de gagner. En extension, la jambe va être comme ça, donc il va falloir faire des petits exercices pour essayer de regagner en extension. Une fois qu'on va retrouver plutôt les amplitudes maximales, on pourra travailler après à la chaise au quadriceps. Tu vas aller là-bas. Dans un premier temps, on va faire que tu vas tenir avec ta main ici, et tu tiens 10 secondes vers le haut. Une fois que tu as fini, tu peux redescendre. Le pied est bien remis vers toi. Tu lâches maintenant. Voilà, 10 secondes comme ça. Une fois que tu as fait les 10 secondes, tu peux reprendre avec ta main. Et tu redescends.